Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'un des extraits les plus connus de Molière que nous allons voir aujourd'hui, un texte commenté à de très nombreuses reprises, un texte décapant et qui pourrait s'envisager comme la quintessence de ce que l'on nomme aujourd'hui le classicisme. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, le classicisme, c'est quoi? J'en sais rien, ouais. Eh bien, le classicisme, c'est un mouvement artistique montrant la clarté, l'ordre, l'épure, dans un monde clair, intelligible et régi par Dieu. Ses représentants, Mozart en musique, Raphaël en peinture, le nôtre, jardinier du roi de Louis XIV, qui a conçu l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles, bien net, beau et délimité. En littérature, vous aurez des écrivains comme La Fontaine, Racine, Corneille, Molière, Madame de Lafayette et La Bruyère, donc. D'accord. Des auteurs très différents, donc, mais des auteurs, quels que soient les genres qu'ils ont choisis, théâtre, poésie, roman, etc., et quelle qu'ait pu être leur sensibilité et personnalité, des auteurs qui étaient d'accord sur plusieurs grandes idées communes, comme laisser une grande importance à la morale et à la raison, car oui, parfois nos amours, nos passions et nos illusions peuvent être de très mauvaises conseillères, et retrouver aussi une pureté de forme dans le style, ou en tous les cas une certaine clarté. Vous n'entendrez jamais des phrases comme « Nom de Dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. » Vous l'avez compris, ce cahier des charges est complètement respecté dans le Misanthrope, qui est une grande pièce classique de bout en bout. Vous devez donc vous dire maintenant, très certainement, oui bon d'accord, mais je fais quoi avec comme introduction avec un texte pareil? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique, sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte, regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. T'as compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici l'acte 1 scène 1 du Misanthrope de Molière, une scène d'exposition démarrant immédiat stress et faisant affronter deux personnages que tout oppose, notamment sur la façon dont chaque être humain doit dire la vérité ou pas. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? C'est en ces termes que Philinte tente d'adoucir et tempérer la virulence de son ami Alceste. Des termes forts qui ne sont pas sans rappeler les violents réquisitoires dénonçant les injustices. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui a poussé Molière à écrire et publier le Misanthrope en 1666, une époque où la cour de Versailles était minée par la flatterie, les duperies et les faux-semblants. Imprégné d'idéologie classique, Molière vise peut-être ici dans cette œuvre à dénoncer cette hypocrisie que met en lumière son personnage Alceste. Mais est-ce si simple que cela? Alceste est-il l'allégorie de ce besoin de retourner à la simplicité au naturel face à Philinte qui représente les cœurs corrompus, naviguant autour du roi? Ou bien n'est-il qu'un radical intransigeant incapable de composer avec les codes de la société? Est-il pathétique dans ses excès ou bien comique dans ses facéties? Ou bien encore les deux? Cette radicalité et cette outrance sont-elles le signe d'un pessimisme propre au grincheux de son espèce? Ou bien montrent-elles au contraire un certain optimisme en voulant à tout prix tenter de changer les choses et les gens qui l'entourent? Autant de réflexions que nous tenterons d'aborder dans ce texte, que nous découperons en 4 axes pour une meilleure fluidité dans les idées qu'il véhicule. Dans le premier axe, les 2 premières tirades, nous verrons un début immédiat stress, happant le spectateur. Dans un deuxième axe, de mais encore dites-moi jusqu'à ne veut point entendre, nous verrons 2 personnages allégorisant 2 points de vue sociétaux que tout oppose. Dans un troisième axe, dans vos brusques chagrins à votre compte, nous verrons les défauts de ces personnages. Et dans un quatrième et dernier axe, enfin, soit tout le reste du texte, nous verrons la crise personnelle ou la réflexion sur la comédie sociale se reflétant dans la tirade de Philinte. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste quand même l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question. Bonne question. Bonne question.
Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple, une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! 1, 2, 3, partez. Dès la première phrase, il me semble avoir affaire à un début in medias res pour le spectateur. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Bien, l'échange verbal entre les deux personnages démarre par deux phrases interrogatives, deux phrases d'autant plus étranges qu'elles s'inscrivent dans une scène d'exposition, démarrant de façon in medias res. On ne sait pas ce qui a ainsi poussé Alceste et Philinte à ne plus se comprendre. Il s'agirait donc bien dans cet échange d'immédiatement happer le spectateur ou lecteur et de le mettre dans le même état d'incompréhension, sidération que Philinte. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Dans une logique argumentative, nous aurions aussi affaire à une démarche persuasive. Le dramaturge joue sur des mécanismes émotionnels pour mieux sensibiliser le lecteur-spectateur aux réflexions qui lui sont chères. Les émotions, selon moi, sont mises en évidence par le lexique poétique, faisant la part belle à la musicalité propre à la versification. Qu'est-ce donc? 1, 2, 3. Qu'avez-vous? 4, 5, 6. Hémistiche. Laissez-moi, 7, 8, 9. Je vous prie, 10, 11, 12. Nous voyons également que le genre théâtral participe lui aussi aux émotions très fortes mises en place dans le début de cette comédie. Ce dernier implique en effet une représentation mettant en scène des personnages énervés, risibles et ou en couleur, grâce à ce qui pourrait être un comique de geste ou de caractère tout à fait évident. Pourquoi en effet? Que met-il donc tant en avant comme idée et réflexion? Bonne question, merci de l'avoir posée. Selon moi, il s'agirait tout de suite d'opposer de manière vivante et énergique deux caractères que tout oppose. Rappelons étymologiquement que Philinte signifie celui qui aime, ou qui est doux. L'origine germanique du prénom Alceste, quant à elle, signifie fort, voire brutal. Molière, d'entrée de jeu, nous placerait dès lors sur un plan argumentatif dans une démarche délibérative, obligeant le lecteur-spectateur à voir les forces, mais aussi les limites de leur prise de position. Est-ce que ce premier axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, ils vous apparaîtront tellement facilement qu'elles paraîtront des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe, go. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, il me semble avoir affaire à deux personnages allégorisant deux points de vue sociétaux radicalement opposés. Selon moi, Molière installerait entre les deux un dialogue en mode attaque-défense. Philinte, le doux, qui aime, s'interroge, nous remarquons de nombreux points d'interrogation, et doit se justifier, on voit à deux reprises le mais, et en ayant systématiquement la parole coupée, nous avons de nombreux points de suspension. Quant à Alceste, le sanguin, qui crie et condamne avec des paroles catégoriques, on peut retrouver toute une série d'énumérations d'impératifs, et des paroles tranchées, avec des termes comme « je veux », et il s'agirait donc ici de montrer deux visions antithétiques. Une vision de compromis, en douceur, et peut-être pessimiste, puisque Philinte est sans doute de celles et ceux qui ont compris qu'il était inutile et vain de changer le monde, face à une vision radicale, brutale, mais peut-être plus optimiste, puisque Alceste, derrière sa rudesse, a sans doute la candeur de croire qu'il est encore possible de pousser les gens à changer en se montrant entier et honnête. Tu me disais qu'Alceste croit encore qu'il peut changer les gens. Il pense que, en leur disant la vérité, il peut les faire bouger. En fait, c'est un optimiste. Je comprends pas où tu veux en venir. Ben, tu me disais aussi que c'est Philinte, le vrai pessimiste. Lui, il a compris que ça ne sert à rien de se battre contre la société, qu'il faut accepter les règles sans les remettre en question. En plus d'une démarche délibérative, nous aurions donc bien également une visée satirique, avec le comique de geste et de caractère, mais aussi polémique en s'attaquant directement à l'hypocrisie de la cour de Versailles. Tout comme chez La Bruyère, nous retrouverions donc bien ici l'idéal de l'honnête homme prôné par le classicisme, mouvement auquel appartenait Molière. Ce mouvement, nous en avions parlé au début de cette vidéo, vous vous en souvenez, hein? Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Très bien, très bien, très bien. Alors, troisième axe. 1, 2, 3, partez. Dans un troisième axe, il me semble que le dramaturge se plaît à mettre en évidence les défauts, les ambiguïtés de ses personnages. Pourquoi ambiguïté? Car Alceste, malgré ses traits de personnalité déjà évoqués, n'en est pas moins ambigu, comme l'atteste l'antithèse « je veux » et « ne veux point ». Il souhaite qu'on le laisse, il dit à deux reprises « laissez-moi » en anaphore, mais n'en éprouve pas moins aussi le besoin de parler. De quoi dès lors serait-il donc l'allégorie? De l'excès de la radicalité, ou bien du besoin absolu de tout remettre à plat pour éradiquer le mensonge, l'hypocrisie
et l'égoïsme. Et Philinte, lui, qu'est-ce qu'il pourrait allégoriser? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Pour moi, Philinte serait l'allégorie de l'hypocrisie de cette cour de Versailles qui ne juge que sur le paraître, si on en croit tout le champ lexical du faux, totalement. Hein. Mais quel crédit accorder à quelqu'un si excessif et à l'emporte-pièce dans ses jugements? De ce constat, plusieurs réflexions s'imposent. Cette scène serait-elle donc pamphlétaire par les propos d'Alceste, ou plus légèrement satirique à travers son comportement excessif, ou bien encore les deux? Non. Donc voilà. Dans un quatrième et dernier axe, nous verrons enfin la crise personnelle se reflétant dans la tirade de Philinte. L'emphase des deux champs lexicaux, celui de l'excès et celui de l'hypocrisie, ces deux champs lexicaux mettent en lumière, selon moi, en Alceste, un personnage vivant violemment une situation qu'il trouve de plus en plus intenable. Je suis malade, complètement malade. Alceste ne se reconnaît donc plus dans sa famille de cœur, qu'elle soit amicale ou sociale. On le voit notamment dans la tirade « Moi, votre ami ». Est-ce pour cette raison qu'il userait, surabuserait du jeu visible dans tout le texte? Serait-ce vraiment une forme d'égoïsme ou plutôt une façon de mieux se réapproprier son identité face au paraître de cette société hypocrite qui l'entoure? Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Voilà. La dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explicationnaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la critique du paraître par exemple, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, peinture, sculpture, tout idée en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulèvent ces extraits, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ne m'attendez pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et liens associés, c'est parti, go. 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons vu, à travers un début in medias res, que Molière exposait ici deux personnages représentant des caractères radicalement opposés. L'un voulant recourir à la sincérité, l'autre souhaitant garder les artifices propres à la société de son temps pour ne pas choquer ou brusquer qui que ce soit. Ces défauts, nous l'avons constaté, bien qu'antithétiques, se rejoignent néanmoins dans les excès de chacun, à mi-chemin entre optimisme et pessimisme, pathétique et comique. C'est là d'ailleurs toute la force de cette pièce qui, par sa richesse, pose des questions, puisqu'elle y répond d'ailleurs sur la crise vécue par ces personnages. On pourrait dès lors rapprocher ces thématiques avec le texte de La Cour, de Jean de la Bruyère, qui, dans les caractères, dénonce également l'art du paraître et du faux-semblant. Mais là où Molière utilise le théâtre pour mettre en avant ses idées, La Bruyère, lui, use de l'art du portrait pour mieux peindre directement les défauts de ses contemporains. On pourrait dès lors se demander, dans ce que dénonce Alceste, si dire constamment la vérité est un réel moyen efficace pour contrer l'hypocrisie, ou si cette façon trop radicale de faire ne pousse pas au contraire ses adversaires à en rajouter pour le simple plaisir de s'opposer à lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas, en fin d'année, de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.